Donc voilà, je connais Annie depuis quelques années. Et je connais Annie grâce à un monsieur qui vient de sortir de la salle, mais qui va revenir prochainement, qui s'appelle Paul Mira. Et Paul Mira est quelqu'un qui construit des ponts, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est-à-dire que non seulement il connaît tout le monde, mais il adore que les gens se connaissent. Oui. Et le jour où il a l'occasion de saisir une possibilité de connexion entre deux personnes, il la saisit aussitôt, et voilà le résultat. Alors Annie a écrit donc ce livre dont vous voyez la couverture derrière nous, et ce livre parle de quelqu'un qui était très important pour elle et dont en fait elle ne connaissait pas l'histoire. Alors comment ça se passe, cette histoire de passeur, Annie? Eh bien, je découvre avec ma famille en 1983 que mon père était passeur alors qu'il est décédé en 1982. Et nous ne savions rien. Nous ouvrons le 13 novembre 1983, on ouvre le journal Sud-Ouest, des photos de lui. Une femme, une résistante, raconte sa vie de résistante et elle donne des photos de 3 frères basques, des photos de mon père. Et là, c'est la grande surprise. Je suis la 3e de 11 enfants. Inutile de vous dire que ce soir-là, le téléphone a sonné. On s'est appelé, on a passé quasiment une nuit à discuter, à savoir, et je ne savais pas, et comment. Et ma mère étant vivante encore à cette période, nous allons tous l'interroger. Et ma mère nous dit « Oh, mais c'était pendant la guerre, ça. » Oui, d'accord, mais il était résistant et pourquoi on n'a rien su? « Oh, laissez tout ça, c'était la guerre, on a assez souffert. » Et donc, on ne veut pas aller plus loin et on sent que si on l'interroge, elle rentre dans la souffrance. À ce moment-là, on décide, mes frères et sœurs et moi, on décide de faire une petite enquête. Petite enquête qui aura quand même duré 40 ans. Oui, au final. On a trouvé beaucoup de choses les 9 premières années, c'est-à-dire on a trouvé des gens vivants encore. Heureusement, je fais une rencontre merveilleuse, je rencontre François Mazou. Et François Mazou, qui a créé le réseau Base Espagne, il nous reçoit et il nous dit « Mais comment? Votre père ne nous a jamais raconté tout ça, mais moi je vais vous raconter, parce que moi je vais vous dire tout ce que je sais. Et je vais vous aider à retrouver des gens qu'il a passés. » Effectivement, ça ne fait que 40 ans, donc il nous invite à une radio locale, Radio Oloron, et nous passons un avis de recherche sur l'antenne. Et il a la bonne idée, surtout, de nous faire passer un avis de recherche sur les journaux de déportés, sur les journaux d'anciens combattants, et qui sont diffusés dans toute la France. Et là, c'est la merveille, parce que de toute la France, des gens, comme on est en 83, on n'a pas le 6e doigt smartphone, comme je dis souvent. On écrit à cette période-là, et c'est ça qui est fabuleux. Voilà, alors il y a des dizaines de lettres, il y a des échanges qui ont été faits entre toi, ta sœur aînée, oui. Peut-être d'autres membres de la famille. Alors vous partagez tout, hein, ah oui. Toutes les informations, chaque fois que quelqu'un a une information nouvelle, on la communique aux autres. On est nombreux, une de mes sœurs qui est sur Jurançon à l'époque reçoit toutes les lettres et chaque fois qu'on a un message, une lettre, une réponse, eh c'est passé à tous les autres et on fait tout ensemble et c'est un travail vraiment qui a été fait avec une famille très très unie et ça a été formidable. Voilà. Alors, comment était-il ce passeur, celui que vous n'avez pas connu pendant la guerre? Alors pendant la guerre, nous apprenons qu'il est petit, chauve, et qui portera toujours un béret. Et son pseudonyme, c'est Michel Le Chauve. Voilà. Et donc, il va partir de Pau. Il démarre de Pau parce qu'il est habitant à Pau. Et
peut-être je peux raconter comment il démarre de Pau. Alors oui, parce que ça c'est... Alors peut-être que je vais accompagner ça de cartes, parce que... Alors ça fait plusieurs fois qu'avec Annie, nous échangeons sur ces sujets, et ça m'a beaucoup intéressé, et je me suis intéressé aux itinéraires, évidemment, puisque dans les lettres qu'a reçues la famille Olazabal, des gens décrivaient leur trajet. Et aussi, ça a permis de mettre au jour des témoignages qui sont ceux de gens qui sont devenus après des responsables dans des associations d'anciens résistants ou d'anciens évadés de France. Alors, les évadés de France, c'est très spécifique, c'est ceux qui ont passé la frontière espagnole pour partir rejoindre les forces françaises libres en Afrique du Nord, ou comme le colonel Muller qui était présent il y a un instant, rejoindre Londres. Ça, c'est des évadés de France et ils ont leur médaille spécifique. Et évidemment, il y avait une association qui maintenant a disparu, presque faute de combattants, mais qui rassemblait tous ces gens. Et donc, en particulier, il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Picmal. Voilà, je crois qu'on peut en parler. Oui, qui nous a fait qui nous a décrit, qui nous a raconté par écrit exactement comment il a su d'où il partirait. Et alors il nous dit, nous avions rendez-vous à Pau, nous avions la description du passeur, petit, trapu, un béret sur la tête, et il tiendra toujours un journal roulé derrière le dos. C'était le détail ultime pour le reconnaître. Et les départs se faisaient en principe de la place Clémenceau ou de la place Louis de Gonzague. Donc il faut savoir, les Palois doivent savoir qu'à la place Clémenceau, il y avait le terminus des bus TPR. À l'époque, les grands bus rouges que vous avez dû tous connaître. Voilà. Et donc, 4h30 du matin, c'était l'heure du départ. 4h30 du matin, et dessous les portes cochères et de dessous le palais des Pyrénées, on voyait des silhouettes qui arrivaient. Le type au béret, comme ils disent tous, le type au béret monte dans le bus qui s'arrête, qui est marqué Navarinx, et tous grimpent dans le bus, clac, la porte ferme, et on ne traîne pas parce que les Allemands sont au centre de Pau, loge à Pau. Donc le bus démarre et ils partent en direction Navarinx. Voilà. Alors on peut s'étonner qu'en pleine guerre, donc on est entre janvier et juin 1943, il y a une ligne régulière de bus Pau-Navarinx qui part à 4h30 du matin. Bizarre, non? Non. Eh bien, cette ligne, en fait, il apparaît qu'elle était sans doute spécifique et qu'elle avait été créée peut-être pour les besoins de la cause. Évidemment, le chauffeur était au courant. Évidemment, le propriétaire de la compagnie de bus était au courant puisqu'il fallait bien fournir du carburant. On imagine la chaîne de complicité qu'il a fallu pour que cette filière existe. Hein. Sachant, on va le préciser, on va rentrer un petit peu dans les détails, mais il y avait 2 ou 3 convois par semaine. À la fin de toute cette histoire, vous allez voir qu'il y a des développements qui ne sont pas tous roses, mais il y a eu plus de 900 personnes qui auraient été évacuées par cette filière même. Continuons. Alors, on est parti de Pau à 4h30 du matin pour Navarinx. Direction Navarinx, 20 km à peu près avant Navarinx, à Préchac exactement. Le bus s'arrête en pleine campagne. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas une grange, le bus s'arrête. Inutile de vous dire que les petits gars qui sont dans le bus se demandent qu'est-ce qui va se passer. Le bonhomme au béret, mon père, se lève et descend du bus. Donc, comme les consignes ont été, vous faites exactement tout ce que le guide fait, eh bien ils font pareil, ils descendent et le bus se vide. Là, ils sont tous rassurés parce qu'ils se méfiaient de celui qui était à gauche ou à droite, qui avait l'air d'avoir une drôle de tête. Et non, ils vont au même endroit, ils sont rassurés. Le bus à vide s'en va. Donc le chauffeur, il est bien complice, il sait très bien ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il les briefe. Alors beaucoup nous disent, il nous met dans un grand fossé, une espèce de grand fossé. Et il leur dit, à partir de maintenant, ceux qui démarrent avec moi sont obligés d'arriver avec moi. On ne laisse personne derrière, parce que laisser quelqu'un derrière, c'est l'amener à la mort, mais c'est aussi amener le groupe à la mort et remonter au passeur, et peut-être après remonter au chef et faire
tomber un réseau. Donc ceux qui démarrent avec moi doivent passer. S'il y en a un qui est souffrant, découragé, accidenté ou n'importe quoi, c'est le groupe qui doit le prendre en main. Bien sûr, ils sont d'accord, ils ne savent pas ce qui leur attend. Voilà. Et donc on arrive par ce chemin. La dynamique d'un groupe d'évadés, c'est que la nuit, on marche, le jour, on dort. Le jour, on est caché dans une grange, dans une ferme, quelque part, parce qu'évidemment, le jour, on est repérable. Surtout un groupe de 20, 30 ou même 50 personnes, ça s'est vu. Il est arrivé dans les convois qui ont traversé les Pyrénées, je crois que le plus long convoi, c'était pas un convoi de Michel Olazabal, c'était un autre passeur, 109 personnes. 109 personnes. C'était dans les Hautes-Pyrénées. Donc, on marche jusqu'à une grange qui se situe du côté de Barcus, oui, vous voyez sur la carte. Et puis là, on va rester une journée en attente. Et puis après, on va repartir la nuit suivante. Et puis on va peut-être dormir dans une autre grange du côté de Montory. Et puis on va repartir la nuit qui va suivre pour atteindre la frontière. Donc de Montory au col de l'Arro ou au col de Belaï. Vous connaissez un peu la Haute-Soule, je suppose. C'est des trajets extrêmement longs. La nuit, c'est périlleux. On est au printemps, il pleut, ça glisse. Enfin, vous imaginez les exploits qu'ont fait tous ces gens et les passeurs avec eux. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais bien sûr, aucun passeur, aussi fort soit-il, n'aurait réussi à passer ces hommes s'il n'y avait pas eu la complicité des habitants qui prévenaient. C'était un linge pendu à une fenêtre d'une ferme pour signaler le passage est libre. Les Allemands ne sont pas dans le village ou ne sont pas dans le village à côté, tu peux passer. S'il n'y avait pas ce linge-là, ça voulait dire attention. Alors là, à ce moment-là, il était obligé de garder de planquer vraiment tous les gars dans des bois ou alors d'avoir un plan B. Et c'est là qu'on trouve des témoignages qui divergent, parce que, évidemment, certains passent par un endroit, les autres par l'autre, donc on comprend qu'il y a eu peut-être quelque chose ce jour-là et qu'il a été obligé de modifier son itinéraire. Et c'est grâce aux gens qui donnent des signalements, qui ouvrent tout simplement la barrière d'un champ pour montrer que la voie est libre, ce qui veut dire « ça va, c'est bon ». Voilà. Et puis il y a aussi tout un aspect logistique parce que 20, 30 ou 50 personnes. Alors il y a dans cette période-là, il vient d'y avoir les lois de Vichy qui contraignent les jeunes à partir au service du travail obligatoire, le STO. Donc c'est les classes 20, 21, 22. C'est des jeunes gens qui, s'ils ne trouvent pas un moyen d'être exemptés, et il y a un tiers qui se font exempter pour des raisons diverses, s'ils n'arrivent pas à se planquer dans un maquis ou à se planquer tout court quelque part, enfin à disparaître de la circulation, la solution c'est de partir. Et la solution c'est de partir en Espagne, et c'est là que les convois gonflent, que la demande va en croissant et qu'il y a de plus en plus de convois, et qu'il n'est pas rare que sur un même itinéraire, vous ayez 2 convois, voire 3 dans la même journée, oui. Ce qui a conduit évidemment à des accidents, parce que forcément à des moments, il y a des fuites, hein, et c'est ce qui va arriver finalement, malheureusement, à la filière de Michel Olazabal. Peut-être qu'il faut rappeler d'où ça part, c'est-à-dire que Michel Olazabal, c'est un maillon d'une chaîne. C'est pas lui qui va chercher des candidats à l'évasion à droite à gauche, on lui amène ces candidats, hein, et qui est-ce qui fait ça en fait? Qui est-ce qui fait ça? Alors Éloi Dubosc et il va travailler avec Éloi Dubosc, bien sûr. C'est avec lui d'ailleurs qu'il commence à créer ces filières d'évasion. Et bien sûr, Pau est une plaque tournante. Et c'est à ce moment-là, il est demandé. On trouve dans les recherches et dans les archives qu'il travaille pour divers réseaux. Oui. Donc on suppose que quand un réseau avait besoin de quelque chose, d'une mission spéciale, on appelait donc son chef qui lui disait « Michel, il y a ça à faire ». C'est pour ça qu'on trouve qu'il travaille pour divers réseaux. Voilà. C'est toute une organisation, et l'organisation, c'est aussi que Michel Olazabal, il est passeur, mais il n'amène pas forcément
tous les convois jusqu'à la frontière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il va marcher forcément 3 jours de suite avec le même groupe, mais il va à un certain moment les passer à d'autres passeurs pour la fin du trajet, par exemple. Donc il n'a pas été jusqu'à la frontière avec les 900 personnes, voilà, pour être clair. Parce que le chiffre paraît démesuré. En fait, lui a pris en charge 900 personnes et il s'est débrouillé pour les faire passer en les accompagnant et en les faisant après accompagner par d'autres guides. Il y avait à l'Aro alors c'est Sauveur Boucher, c'est Ascone, à Barcus. Ascone et Pierre-Estegui. Quand Michel avait un groupe très important, par exemple, nous trouvons au mois de juin, le 16 juin 1943, on trouve un groupe de 54 personnes. Alors là, on sait le détail. Il amène les gens donc jusqu'à Barcus, une trentaine, et puis il les laisse là toute la journée et il revient sur Pau pour repartir dans la journée avec un autre petit groupe. Alors quand c'est un groupe comme ça d'une 50aine de personnes, c'est terrible, marcher dans la nuit sans lumière, sans parler, sans fumer, surtout voilà, par n'importe quel temps. À ce moment-là, il n'y a pas le téléphone qui fonctionne comme nous, hein, mais ils savent très bien se débrouiller parce qu'ils communiquent. Puisqu'on trouve Pierre-Estegui et Ascone qui, à Esquioule, c'est-à-dire à la sortie de Barcus, va au départ se joindre à eux. Alors, un devant, mon père devant, Ascone au milieu et Pierre-Estegui en serre-fil. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à passer des groupes comme ça. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça aussi que non, il laisse les groupes aussi parce qu'il va en chercher d'autres. Vous voyez, ça c'est le phénomène de l'offre et de la demande. Et moi j'ai trouvé en cherchant, il y a beaucoup de livres où des gens ont fait des fragments de témoignages. Et j'ai trouvé un groupe de gens qui étaient de la région d'Angers, qui arrivent comme ça à Pau, ils cherchent le passage. Et donc on leur dit allez voir du côté de chez Claverie, le café du musée en face du musée des Beaux-Arts. Claverie a d'ailleurs été arrêté et déporté par la suite. Il se retrouve là à la terrasse avec d'autres gars qui, comme eux, sont des gros brodequins, des souliers ferrés et des sacs à dos. Ils disent mais c'est incroyable comme on était repérable. Effectivement, Pau drainait parce que c'était un endroit de passage plus facile que dans les Hautes-Pyrénées où c'était extrêmement difficile, de l'Ariège. Des Pyrénées-Orientales où les filières ont été grillées les unes après les autres, puis c'était très compliqué par là. Et puis la côte, la côte était encore plus occupée par les Allemands qu'ici parce qu'elle l'avait été depuis le début. C'est-à-dire que la côte basque a été occupée dès 40, alors qu'ici on a été occupé qu'à partir de mi-novembre 42. Voilà, c'est pas la même chose. Oui. Voilà. Alors, pour poursuivre, donc on a des témoignages. On a identifié des gens et un jour, à force de recherche, Annie tombe sur quelqu'un qui a traversé les Pyrénées avec Michel et qui est capable de le raconter parce qu'il est vivant. Il est encore vivant. Il s'appelle Jacques de Chazal. Il a fait le 7 juillet, il a fait 104 ans. Il a toute sa tête. Il vit tout seul. Il a écrit ses mémoires il y a une quinzaine d'années. Nous avons été, avec ma petite sœur et Dominique, le rencontrer il y a 2 ans et demi, je pense. Il a fait 2 ans en avril, je crois. Et il nous raconte, et c'est tout simplement merveilleux. Alors lui, il a eu la chance de ne pas se faire prendre en Espagne. Si. Il s'est fait prendre en Espagne. Oui, mais enfin, il est allé assez loin, quoi, pas à côté de la frontière. Il a été arrêté. Alors, là, oui. Nous avons un petit débat avec Annie. Voilà. Parce que Annie pense que les gens étaient capables, par leurs propres moyens, de continuer en Espagne leur chemin. Et en fait, ça n'était pas réalisable. C'est-à-dire que les évadés, qui étaient jeunes ou vieux, parce qu'il y avait ces jeunes gens du STO, mais il y avait aussi des personnes beaucoup plus âgées, des couples, des juifs qui fuyaient aussi et qui voyageaient avec les mêmes groupes que les gens du STO, des résistants, beaucoup de personnes très très diverses. Et en fait, les gens systématiquement étaient arrêtés après la frontière par les guardias civils. Alors il y a même eu une époque où les guardias civils les ramenaient en France et les livraient aux autorités
de la police, donc Vichy, ou aux autorités allemandes. Heureusement, ça n'a pas duré. Mais donc, Jacques de Chazal, comme les autres, avec tout son groupe, a été arrêté après la frontière et il a été emprisonné d'abord dans la localité où ils ont été arrêtés. Alors ça pouvait être Isaba, Etcho, Canfranc. Vous voyez, suivant le col que vous choisissiez, vous tombez sur tel ou tel village. Et puis de là, on les gardait au frais de 3 jours et puis on les envoyait à Saragosse si on était en face de Saragosse ou à Pampelune. Vous voyez, bon. Et là, on les gardait au frais encore quelques semaines et on les répartissait dans des camps. Alors, le plus célèbre des camps, c'est Miranda des Ebro. C'est un camp où ont été entassés, on peut le dire, des milliers de fugitifs qui y ont moisi pendant des semaines ou des mois, quelquefois plus d'1 an. Et puis quand on était trop jeune, moins de 16 ans, ou trop vieux, plus de 41, on vous envoyait dans une station thermale, un balnéario. Oui. Hein, voilà. Et ça a été le cas de beaucoup de gens qu'on a repérés aussi. Alors, le cas de Jacques de Chazal et de son groupe est particulier parce qu'ils n'ont pas été envoyés à Miranda de Ebro, ils ont été envoyés dans le sud de l'Espagne, à côté de Murcie, dans un petit village, enfin dans une petite ville qui s'appelle Totana, où il y avait un ancien couvent qui avait été transformé en prison. Et là, ils ont moisi jusqu'au 14... C'était donc en mars, ils sont passés, et ils ont moisi là jusque vers le 14 juillet, où la Croix-Rouge française, je mets des gros guillemets autour de Croix-Rouge française, parce que c'était une organisation drivée par des services de renseignement gaullistes, voilà, en Espagne, à Madrid. Ils les ont fait sortir de Totana et ils les ont envoyés en Afrique du Nord où ils sont devenus soldats et après ils ont fait... Voilà. Et si je raconte ça d'une manière aussi complète, c'est parce que c'est le cas de 90% des gens qui sont passés avec Michel Olazabal, le passeur. Ils ont rejoint les forces françaises libres. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, quand vous découvrez tout ça, et que vous commencez à communiquer avec tous ces gens, ça fait une masse d'informations. Qu'en faire? Oui, qu'en faire? Alors, on a tous... dès qu'on a quelque chose, une lettre ou un document nouveau, on fait des photocopies. On est 11, je vous ai dit. On fait des photocopies. Chacun a ses petites chemises cartonnées de différentes couleurs. Et puis, on a ce petit trésor. Et on continue à chercher. Et puis... On ne pense pas que ça va peut-être devenir un livre ou que peut-être je vais être aujourd'hui devant vous. Donc, à ce moment-là, bon, ça reste, les années passent, et puis le Covid arrive. Le Covid arrive, moi je suis bénévole au musée de la Résistance et Déportation, où d'ailleurs je fais des rencontres exceptionnelles. Et là, comme on ne peut pas ouvrir pendant le Covid, eh ben, je vais beaucoup aux archives. Et en allant aux archives, je m'adresse à une employée des archives, Elisabeth, je peux la nommer. Plus qu'employée, passionnée et tellement aimable. Elle s'intéresse à mes recherches et je lui dis, là, ça y est, c'est fini, je ne trouve plus rien sur mon père. Et elle me dit, pourquoi on ne partirait pas sur des recherches sur quelqu'un que vous connaissez, avec qui il a travaillé. Et peut-être que là, on peut tirer une ficelle. Ah, bon, si ça se passe comme ça, pourquoi pas? Et elle me dit, vous avez un nom? Ben, je lui dis oui, je sais qu'il y a Meillon. Meillon, eh ben, André Laromé, chef de réseau Rossi, qui habite à Meillon et qui a abrité ma mère. Eh ben, mais pourquoi vous ne contactez pas Monsieur Paul Mira, ce Paul Mira, l'homme passerelle que j'appelle, dont nous parlait Dominique tout à l'heure, pourquoi vous ne le contactez pas? Il est en train de faire des recherches extraordinaires. Ah bon, je ne sais pas qui c'est, moi, ce Paul Mira. Et donc, je cherche sur Internet. Le soir même, je l'appelle. Le lendemain, je suis chez lui avec tous mes petites chemises cartonnées de différentes couleurs. Il regarde, il est émerveillé, il ouvre. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Eh bien, je ne sais pas, on le garde pour les petits, mais il faut en faire quelque chose de ça. Et c'est de là que je vais rencontrer Dominique et que je vais rencontrer plein d'autres personnes. Voilà. Et puis c'est un minutieux travail de recherche aux archives où tu as trouvé, alors je l'ai passé à l'instant, c'était le laisser-passer. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà, ici. Voilà. Se laisser passer parce que n'oublions pas que le long de la frontière pyrénéenne, sur une profondeur de 50 km et une largeur de 150, il y avait une zone interdite.
C'est-à-dire que vous n'aviez pas le droit. Alors, si vous étiez dans la zone, vous pouviez circuler dans la zone. Si vous étiez à l'extérieur, vous restiez à l'extérieur. Et pour rentrer dans la zone interdite, il fallait un laissez-passer, c'est-à-dire un Ausweis, hein, puisque c'était les Allemands qui régnaient déjà à partir de novembre 1942. Voilà. Et Annie a trouvé aux archives un Ausweis de son père, parti travailler, parce que comme il était mécanicien, électricien, qui savait tout faire, qu'il avait une moto et qu'il était extrêmement débrouillard, il était capable de dire qu'il allait faire un chantier quelque part. Oui. Et ce qu'on n'a pas dit depuis le début, mais voilà, comment est-ce qu'il connaissait aussi bien le pays? En fait, il y avait travaillé. Je te laisse. Il y avait travaillé, ça, effectivement. Oui. Alors, je ne me rappelle pas comment s'appelle ce métier. Il travaillait, il transportait des grumes de bois, des troncs d'arbres qui étaient ramenés par des chevaux tirés en bord de route. Il les chargeait sur, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ça. C'est ça. Voilà, vous avez trouvé, merci. Ma mémoire me fait défaut, mais bon, à mon âge, voilà. Et donc, voilà. Donc, on sait qu'il avait travaillé. Et donc, évidemment, c'est des journées entières qu'ils vont travailler. Ils mangent bien quelque part. Ils travaillent avec des gars du coin, ceux qui abattent les arbres et qui traînent les troncs jusqu'au bord. Et on fait des connaissances. Et c'est comme ça que, très certainement, il a découvert un petit peu cette région. Et quand c'est présenté à lui cette possibilité de faire quelque chose pour son pays, il a dit, moi, si on me fait confiance, si on me confie des hommes, je sais, je vais les passer. Et il a pas mal réussi. Voilà. Alors, ça n'était pas sans risque, puisque on trouve à un moment, dans la presse locale, hein, j'ai retrouvé cet entrefilé un jour, la mention de son arrestation. Il est arrêté à Troisville par la gendarmerie de Tardets. Parce que complicité et franchissement clandestin de frontières, tiens. Et effectivement, il a été jugé et je crois légèrement condamné d'ailleurs. Oui, il a été condamné, mais ça a été amnistié. Ça a été amnistié après la guerre, puisque il a été condamné quand il était déjà. Il a prouvé que c'était pour la bonne cause. Mais n'empêche qu'il était bien dans le collimateur quand même de la police. Et ce métier n'était pas sans risque, hein. Beaucoup de passeurs ont fini arrêtés et déportés, et beaucoup ne sont pas revenus de déportation, bien évidemment. Et ça n'a pas été le cas de Michel, et on va rentrer justement dans cette partie de l'histoire qui est, comme tu disais, alors à la fin de l'article que on vous a montré au début. Oui, à la fin du journal voilà. Du journal du Sud-Ouest. Voilà. La dame, quand elle parle, cette résistante, quand elle parle de mon père, la dernière phrase, c'est un véritable électrochoc pour nous, parce qu'elle dit « Il se souviendra longtemps de sa dernière randonnée la plus cruelle ». Et nous, cruelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on va questionner ma mère, on lui dit qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit cruelle ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu quelque chose. Oh, le sait. Bon, on a fait ce qu'il fallait faire et puis c'est tout. Puis elle ne veut pas parler. Et plus on insiste là-dessus sur ce mot, elle pleure. Donc, il y a bien quelque chose, puisque la résistante dit cruelle et que ma mère pleure. Donc, c'est là qu'on va aller chercher. Voilà. Et c'est là qu'arrive la fin de l'aventure de passeur de Michel Olazabal, puisque, comme beaucoup de passeurs, il a fini par avoir un échec. Voilà. Et ce qui est très compliqué, c'est que cet échec lui a été attribué, c'est-à-dire que des gens ont prétendu que c'était lui qui avait vendu ces évadés, ce qui était absolument invraisemblable, mais c'est toujours la plus mauvaise nouvelle qu'on croit, hein. Donc pendant des années, et ça a pesé sur toute la vie de la famille d'Annie Olazabal, il a été dit, murmuré, c'est la rumeur, qu'il aurait vendu le convoi. Et on a eu la preuve que c'était faux seulement assez récemment, c'est-à-dire qu'il a fallu 35 ans en fait avant d'avoir la certitude matérielle prouvée avec des textes à l'appui que c'est pas qu'il n'y était pour rien, parce que quand on prend ce genre de risque, on le fait prendre à tous les gens qu'on accompagne, mais c'était pas lui qui avait vendu. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, je cite à ce propos ce livre qui s'appelle Sanglante randonnée,
Et le deuxième chapitre de ce livre, ça s'appelle Le voyage s'arrête à Barkus. Alors moi, je vous recommande de lire ce livre parce que c'est pour moi, ça a été le livre lumière parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses parce que c'est un historien qui a écrit ça, un auteur et historien aussi. Et il a sorti des archives du Blanc, de Caen, de Vincennes et ainsi de suite. Donc c'est pas des on-dit, voilà. Et il deviendra plus tard mon éditeur, cet homme. Voilà. Alors, comme nous n'avons malheureusement pas toute l'après-midi, qu'on voudrait laisser aussi beaucoup de place à Éric Amoaben, on ne va pas vous raconter toute l'histoire. Hein. Mais pour faire très vite, un groupe que Michel Olazabal accompagnait sur les chemins de la Soule s'arrête une nuit dans, vous voyez la petite grange à droite, Barkus, c'est un peu à l'écart de Barkus, à 4 km à l'est de Barkus, sur la route d'Escule. Voilà, chemin de Catabarène. Il y a une ferme qui appartenait à une famille qui s'appelle la famille Murcuya. Les 30 jeunes gens vont y passer la nuit, jeunes gens et jeunes femmes, parce qu'il y avait avec une jeune femme qu'on n'a jamais réussi à identifier. C'est encore un mystère et on espère qu'un jour on aura une piste pour retrouver qui c'était. Ils ont été vraisemblablement infiltrés ou observés par des gens qui se trouvaient pas très loin de là, qui étaient ces gens-là. Et ces gens-là, qui sont sous uniforme allemand, étaient des Français d'une division dite Brandebourg. Vous lirez les détails dans le livre, hein, bien sûr, de tout ça. Et ces gens, en fait, leur job et leur passion, je dois dire, c'était la chasse aux cocos et aux évadés. Ils le disent comme ça dans des lettres parce que leurs lettres étaient captées par la censure, étaient déchiffrées et recopiées. Et donc on a les témoignages directs de ces gens qui ont commis ces exactions. Voilà. Quelques jours avant, donc le 23 juin 1943, date de cette tragédie à Barkus, ils ont battu à mort un autre passeur qui s'appelait Jean-Pierre Garat. Il s'en est sorti de justesse et ils ont fait arrêter tout le convoi de Jean-Pierre Garat. Oui. Voilà. Et il y a eu d'autres exemples de ces jeunes gens qui ont fait ce. Ils étaient vraiment dans le secteur, ils étaient à côté de Barkus. Ils étaient à Moumour. À Moumour. Vous voyez où est Moumour, donc juste à la sortie d'Oloron, exactement à mi-chemin entre Oloron et Barkus. Est-ce que j'ai le temps de dire qu'on en a retrouvé un qui faisait partie de ce groupe? Alors justement, voilà, j'allais y venir. Voilà, merci Dominique. Dans le groupe qui a été arrêté, donc ils étaient 32 ou 34. 32 ou 34, on ne sait pas exactement, plus d'une trentaine. Et il y avait dans ce groupe quelqu'un dont Annie va vous parler maintenant. Voilà, oui, dans ce groupe, il y avait un nommé Roger Lebranchu, que nous avons été voir avec Dominique et Arnaud Delguini. Merci Arnaud d'être là. Nous avons été le voir le 7 juin. Vous avez la photo de lui en train de porter la flamme olympique au Mont-Saint-Michel cette année, le 31 mai, parce que il est arrêté à Barkus le 23 juin 1943. Il est libéré. Le camp est libéré en 1945. Et le camp de concentration où il avait été emmené, c'est-à-dire Buchenwald, en Allemagne. Il est libéré donc, et il va faire les Jeux Olympiques de Londres en 1948. C'est pourquoi cette année, comme il est vivant, il vient de faire 102 ans, lui, il a porté la flamme olympique et il a allumé le chaudron. Voilà, c'est Roger Lebranchu. Nous avons été lui rendre visite dernièrement parce que, sachant que c'était à notre connaissance le dernier survivant de ce groupe, on ne pouvait pas sincèrement le laisser partir sans aller le trouver. Ça nous était impossible. Donc on a été lui rendre visite. Il vit dans la Manche et c'était un moment extraordinaire et voilà. J'ai une pensée pour... Grâce à Arnaud Delguini, ici présent. Voilà, voilà. Organisateur, chauffeur, ami sincère et compagnie, merci. Voilà. Et alors, il faut... parce que ce qui, moi, me touche beaucoup dans la démarche d'Annie, c'est justement, à la recherche de la mémoire, c'est d'aller au-delà de
exposer des faits, mais c'est d'aller rencontrer les gens. Et aussi de manifester ce qu'on appelle maintenant le devoir de mémoire. C'est un mot un peu... bon, c'est un peu bizarre. Pourquoi le devoir? En tout cas, la mémoire, oui. On se souvient, et pour se souvenir, on fait des choses. Et ce que Annie a fait, c'est le 23 juin 2023, c'est-à-dire jour pour jour, 80 ans après l'arrestation de ce groupe à Barkus, Annie, plusieurs membres de sa famille et puis quelques voisins de Barkus et quelques amis, on est allé à Barkus, à la ferme Côte-à-Barène, et on est allé rendre hommage à ces gens qui avaient été arrêtés donc 80 ans avant, et au jeune fils de la ferme qui avait 18 ans et qui malheureusement a été abattu par ces mercenaires, je ne sais pas comment on a appelé ça, ces soldats de fortune, qui... probablement parce qu'ils étaient bourrés et qu'ils avaient voulu l'interroger, ou peut-être parce que lui avait essayé de se glisser en dehors de la ferme pour aller prévenir l'autre groupe qui arrivait en suivant. On ne saura jamais, mais en tout cas, il a été abattu. Et c'est une victime, évidemment, et c'est une tragédie pour cette famille. Donc, 80 ans après, de retourner là, de retourner voir Jacques de Chazal, de retourner voir Roger Lebranchu. Voilà, ça, je trouve que ça va au-delà du devoir de mémoire. C'est de l'humanité, voilà. C'est juste pouvoir passer, avoir du matériel pour passer cette mémoire. Comme mon père a été passeur d'hommes, je veux continuer tant que je peux parler à passer la mémoire de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Parce que on l'appelle le héros, mon père. Oui, il a été héros, d'accord, mais si vous lisez mon livre, vous verrez qu'il y avait des femmes qui le portaient. Il y avait ma mère qui disait « mais moi je n'étais pas résistante, je ne faisais que des faux papiers ». Il y avait Paul Lippmann qui l'a caché, André Laromé qui l'a caché, qui l'a exfiltré de Pau, qui l'a amené à coucher dans une clinique clandestine à Toulouse. Il y a la grande... Marie-Louise Dissart, résistante de Toulouse, qui, elle, tous les jours, tous les après-midi, allait rendre visite à ma mère, non pas pour lui faire causette, hein, pour s'assurer que tout était bien et que ma mère ne parte pas avec son bébé et ainsi de suite. Et c'était bon. Ce sont toutes ces femmes qui ont porté ces hommes qui étaient dans l'action. Et ça, j'espère que dans mon livre on le ressent et voilà. Merci beaucoup Annie. Alors on a peut-être 1 minute pour une question, s'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à Annie, mais il y a le livre, et puis vous pourrez aussi... Annie habite à Jurançon, c'est facile de la rencontrer. Oui. Et tout à l'heure, nous allons en vendre avec Eric. Je vois une main qui se tend. J'aurais souhaité savoir la profession de Madame Abraud de Michel Paulin-Sabal. La profession. La profession, il était électricien mécanicien. Ah, mais non, il était à son compte. Il avait un petit atelier aux allées de Morlas et il a tout simplement fermé son atelier. Et il a fait ça à plein temps. Voilà. Voilà. Oui. Alors, parce que on ne veut pas vous laisser comme ça dans le vide. Après l'arrestation du groupe, Michel Olazabal s'est caché quelques jours, s'est occupé de mettre sa femme à l'abri, donc vous avez vu par Meillon et par Toulouse. Elle a passé le reste de la période de l'occupation à Noé, hein, dans la région de Toulouse. À Noé, oui, chez une autre femme, une matelassière qui l'a cachée. Et Michel Olazabal, lui, donc, est passé en Espagne, a été arrêté, a passé quelque temps dans un balnéario sur la côte cantabrique. Et puis ensuite, il est parti à Madrid où il s'est mis au service des services de renseignement français, un peu ce que je vous disais tout à l'heure autour de la Croix-Rouge, etc. Et pour finir, il a fait plusieurs missions aller-retour autour de la frontière pour convoyer des personnalités ou des courriers. Mais c'était un personnage qui était quand même assez extravagant et assez voyant.
Et en fait, ses chefs ont eu peur à un moment et ils ont décidé que c'était trop risqué pour lui et pour le service, probablement, de le laisser continuer, parce qu'il avait fait des choses quand même assez extraordinaires. Et ils l'ont envoyé en Algérie. Et il est resté en Algérie en fait jusqu'à la fin jusqu'à la libération, et il n'est revenu, je pense, qu'en octobre ou novembre 44 à Pau, donc 1 an et demi après l'affaire de Barkus. Voilà. Merci beaucoup, Annie.